Hey, salut à tous, c'est Maniaco Shonen et je suis encore une fois, bien sûr, aujourd'hui en compagnie de Brenner. Salut. Bonjour à tous. Et bah, vous vous en doutez sûrement, on va faire aujourd'hui une nouvelle lecture manga. C'est quoi, c'est la 4ème déjà? Oui, quelque chose comme ça. Et on a du lourd. En fait, on va le dire à chaque fois, mais on a beaucoup de choses à lire en ce moment avec tout ce qui sort. Et là, on a beaucoup de plus ou moins nouveautés, enfin vraiment des trucs qui sont ressortis récemment. Oui. Et même ça, c'est quand même pas ultra vieux de ce dont on va vous parler, en tout cas pour la plupart. Et bah voilà, je vais pas vous teaser, on va essayer d'aller petit crescendo, de toute façon c'est dans la miniature. Donc, aujourd'hui, 5 mangas, Oui. dont 3 qu'on a lus tous les deux. Et De lecture perso. Et de lecture perso, une chacun, comme d'habitude à peu près. Et bon, on va commencer déjà sans plus tarder, parce que déjà la vidéo elle va durer 50 minutes, donc autant faire le plus rapidement possible, avec Eden, It's an Endless World. Donc de toute façon vous avez la couverture en plus. Attention en mieux au petit marque-page, parce que oui. C'est vrai, j'ai failli l'oublier, heureusement qu'il est Fioriture apparu. d'édition, marque-page. Un marque-page pour chaque tome. Donc vraiment très, très bel effort. Donc réédition chez Panini. Perfect Eden, Edition. Perfect Edition. Et franchement, on est très content. Oui, parce que la série était, avait été du coup, enfin, publiée, je me souviens bien, au début 2005, et des trucs comme ça. Et les tomes étaient devenus très rares et très difficiles à trouver d'occasion à un prix correct, donc forcément la réédition est la bienvenue, et en Gros plus dans tome. un gros format, gros tome, le tome est à 16 €. Donc il y en a 3 qui sont sortis pour l'instant. On a lu les 3 ce coup-ci, Oui. tous les deux. Oui, Donc oui. On pourra parler à peu près des 3. Enfin, on va parler globalement, après on va donner beaucoup Oui. plus de détails que ça, parce que voilà. Mais en tout cas, on est à jour à ce niveau-là. Je te laisse essayer de montrer quelques dessins. Du coup, je te laisse faire le synopsis. Pendant que je fais le synopsis. De Alors, quoi parler, Dan? en gros, c'est un petit peu compliqué, mais on va dire que il y a une histoire de pandémie mondiale qui a décimé une certaine partie de la population. Je vais pas dire combien parce que je me souviens plus, donc je vais essayer d'être assez flou à ce niveau-là. Avec cette pandémie mondiale, on suit d'abord un garçon et une fille qui sont des survivants parce que en gros ils ont dans leur gène en fait ils sont immunisés à cette pandémie et le but c'est avec ce garçon et cette fille de créer un nouvel Éden et de finalement sauver l'humanité. Voilà. Et le gros de l'histoire se passe finalement longtemps après avec le fils, l'enfant de ces deux personnages-là. Donc on est dans un univers post-apo SF. Et justement, l'enfant des deux personnages qu'on nous présente dès le début va devoir, avec des sortes de protestants, on va dire, lutter contre une organisation plus ou moins secrète qui contrôle une bonne partie de ce nouveau monde post-pandémie. Et une bonne partie du monde, et on va voir où ça va aller. Et puis ça évolue de bien des façons, même dans le tome 3 change encore une fois, ça se dirige encore vers de nouvelles pistes, donc on sait pas trop vraiment où est-ce que ça va aller, mais je trouve que c'est très intéressant d'en parler. Un titre qui résonne particulièrement bien. C'est vrai que première, si je peux commencer par là, déjà première qualité que j'ai trouvée à Eden, c'est qu'il y a déjà pas mal de moments où je me suis dit que, enfin déjà l'univers est crédible et tout ça, je trouve que c'est cohérent sur pas mal d'aspects, mais bien sûr au niveau de cette pandémie et de ce que ça raconte, à certains moments je me suis dit, clairement ça a jamais été aussi d'actualité que maintenant. Je sais plus si je vais retrouver des exemples, mais vraiment il y a des fois. La réédition tombe à pic. Hein, ah non mais clairement. Si parce qu'il y a été aussi question d'un vaccin, etc. Enfin, il y a vraiment à chaque fois des éléments que tu te dis c'est vrai que. Ouais, c'est exactement ce qui se passe. Puis même, il y a aussi un moment par exemple où ils disent oui, et en gros peut-être que ça a détruit une énorme partie de la population cette pandémie, mais après grâce à ça, ça a permis que la technologie se développe encore plus rapidement, et rien que ça ce niveau-là, je me dis c'est vrai que même c'est ce qui s'est passé finalement là, il y a eu un plus grand développement de sites internet et de plein de fonctionnalités, de télétravail, tout ça, avec la pandémie qu'on a connue. Puis même les vraiment industries pharmaceutiques qui ont redoublé d'efforts, qui sont perfectionnés. C'est pour ça que clairement à pas mal de moments on se dit mais alors que après l'histoire se développe aussi autour des personnages et des groupes qui se sont créés après cette pandémie, mais rien que dans ces quelques moments où ça reste sur le pitch de base, sur la pandémie, parce qu'on n'en parle pas non plus beaucoup plus que ça après le premier tome, mais on se dit déjà c'est assez crédible, et on sent particulièrement que ce qui se passe est vrai, et vrai et concret en tout cas, et que ça pourrait être le cas. Donc déjà moi, alors peut-être que vous l'avez vu avec les pages que je vous ai montrées globalement, mais je trouve que déjà on peut parler du dessin. Oui. De Hiroki Endo, parce que c'est un titre de Hiroki Endo. Exactement. Un maître du cyberpunk. Oui, parce que c'est un titre cyberpunk aussi, post-apo SF cyberpunk. Alors, oui, parce qu'il est question aussi d'un robot, de machines, etc., de guerre.
Pour parler du dessin, bah, comme vous avez pu le voir, tu peux montrer un petit peu. Oui. Enfin, on l'a déjà vu, mais voilà. Le trait est très épuré en fait. Je trouve que à nombreux moments, on se concentre vraiment, on met l'accent sur les personnages. De toute façon, les décors sont très peu présents, ou en tout cas, vraiment. Il y a quelques scènes, bah là, là c'est pile le moment où je montre Ouais. une page où il y a quasiment du décor. Là, mais par je veux exemple, dire, tu vois, là par exemple, c'est ça, on met l'accent sur les personnages, il n'y a pas de décor, c'est les personnages sur du Ouais. fond blanc. En fait, il y a beaucoup de fois, même dans des scènes de dialogue, où c'est véritablement du blanc en fait. Enfin, il y a... Bon, là, le premier tome, c'est peut-être pas le meilleur tome pour montrer ça, parce que forcément, il y a de l'exposition, donc Ouais. on montre beaucoup de paysages pour montrer Mais, qu'est-ce qui est tu vois, devenu mais le monde. Mais c'est pas un trait qui est globalement. ultra détaillé Oui. sur les décors en tout cas. Ça met vraiment l'accent sur les personnages. Voilà, là, par exemple, là, cette case-là, Non, mais- on peut le voir. Voilà. Mais en tout cas, il est super efficace. Ça veut dire qu'à aucun moment, on est gêné par le manque de détails, on est gêné par le manque de précision sur les éléments de décor. En tout cas, voilà, le background est toujours bien géré, notamment dans les scènes de guerre qui sont... Déjà, c'est présent, hein, c'est un titre assez violent. Voilà. Oui, c'est vrai. Déjà, c'est un D'accord. titre... Ouais, déjà, Quelques pages couleurs aussi au quelques niveau de pages l'édition qui est couleurs, très, très belle. C'est un titre assez violent, qui fait pas trop de concessions. Alors, Ah oui. c'est vrai que du coup, pour parler vite fait, je trouve que le scénario est assez complexe déjà. Comme Maniaco vous l'a résumé, il y a énormément d'acteurs qui interviennent, des organisations internationales, des organisations secrètes, des industries pharmaceutiques, des mercenaires, des soldats, enfin plein de groupes, plein de personnages, plein d'intérêts et d'enjeux et de relations différentes à mémoriser, surtout que les tomes sortent au fur et à mesure, quoi. Ça va être plus simple de les lire d'un coup, je pense. Mais c'est vrai que du coup, à chaque fois, il faut se replonger dans l'univers parce qu'il est assez complexe. Hein. C'est pas un tome qui se lit comme ça à la va-vite. Ouais, et surtout que qui plus est, on a aussi à pas mal de moments, bon, surtout au début, mais ça arrive même dans les tomes d'après, des retours en arrière et, des flashbacks, des flashbacks, et du coup il y a pas mal d'évolutions comme ça, des allers-retours passé présent, et du coup ce qui fait, bon, du coup ça développe les personnages qu'on connaît, et du coup on voit encore plus d'où ils C'est viennent, exactement ça, ouais. et ça complexifie encore, mais positivement en fait. Ouais, c'est ça, il joue sur plusieurs temporalités. À plein de moments, les cases sont noires, notamment au début. Hein, il y a beaucoup de flashbacks comme ça. Par exemple, Ouais, bah, le ces début cases-là. c'est un vrai flashback. Ah ouais, voilà. Et là, il pose le Ouais. décor, mais voilà, c'est clairement le. Il y a plusieurs temporalités, on revient en arrière, on se projette, on sait même pas ce qui est de l'ordre du rêve des fois et ou du fantasme. Même parmi les persos qu'on découvre, après on aura plus tard même des flashbacks pour réexpliquer du coup qu'est-ce qu'ils ont eu dans leur passé. Donc pour les il faut développer. suivre. C'est Il ça. faut suivre, mais en tout cas l'univers est ultra crédible grâce justement à tous ces détails qui sont fournis sur les enjeux internationaux, politiques et des relations internationales justement entre les différentes organisations. Donc ça c'est hyper intéressant. Mais du coup pour revenir sur les thématiques, globalement pour moi ce qui m'intéresse le plus c'est la vie, la place d'un enfant dans un monde géré et dominé par la violence. Tu vois. Les enfants donc, qu'on suit ils doivent survivre, ils doivent se débrouiller, ils intègrent une troupe de mercenaires, ils voient des amis à eux se faire tuer, ils rencontrent des personnages torturés qui se vendent et qui se font capturer. Enfin, c'est ultra violent pour eux et ils doivent apprendre à vivre dans ce milieu-là qui est pas du tout une terre favorable à leur développement. Bah, ils comprennent la réalité Voilà. du monde dans lequel Oui. ils vivent Et après tous ces événements. je suis content que Eden fasse aussi, parce que je pense qu'il est marqué pour lecteur averti. Oui, pour lecteur Oui. averti. Hein. Quand même. Parce que il y a des personnages qui meurent vraiment violemment. Oui. Mais des personnages gentils, hein, Ouais. des personnages, des héros qu'on aime bien et que les héros aiment bien aussi, mais qui meurent violemment, ils font pas de concessions. Voilà. Puis si un perso doit mourir, il doit mourir, c'est la réalité, la dure réalité d'Eden. Donc c'est un univers bien cruel, bien dramatique, et ça j'aime bien. Voilà. C'est une bonne dimension dramatique, voilà, on s'implique émotionnellement dans le récit. Donc ouais, des thématiques super fortes, parce que la dystopie est aussi bien Ouais, violente. clairement. Voilà, donc je trouve que suivre le parcours de ces personnages dans un monde aussi impitoyable, c'est hyper intéressant. Notamment en plus là, à la fin du tome 3, on a vraiment Oui, ça évolue encore une bonne différemment. évolution de personnages. J'ai vraiment envie d'avoir le tome 3 pour voir comment ces personnages vont évoluer avec une telle violence finalement Ouais. qui les entoure. Et ils sont directement appliqués là pour le coup. Bah clairement, justement au niveau de ces personnages, déjà je trouve que ils sont ils sont bien écrits. Enfin, il n'y a pas de personnages en fait sur lesquels tu te dis vraiment c'est des archétypes ou quoi. Enfin, Non, c'est le complexe, héros au c'est début peut faire croire à ça, mais il évolue très vite. C'est-à-dire que là, rien que sur ces 3 tomes, il y a déjà pas mal d'évolutions de personnages et
Et parfois ça évolue vers des pistes qu'on n'aurait pas forcément imaginées, donc on se demande justement où est-ce que ça va aller dans le futur, dans les prochains tomes, et ça c'est assez intéressant, enfin ça donne envie de savoir, surtout vu la réputation de l'œuvre, parce que Eden c'est quand même quelque chose d'assez classique, un classique, considéré comme un classique. Du coup ça donne encore plus envie de voir chaque tome, et pour l'instant, j'ai pas été déçu en fait, Ouais, chaque c'est tome qui est sorti. Juste, je voulais rajouter que les personnages étaient à chaque fois, étaient indirectement impliqués dans ce qu'ils voyaient. Alors, lorsqu'un ami mourait, etc., c'était pas vrai. Enfin, disons, c'était. Ils voyaient le camp du bien, entre guillemets, se faire détruire par le mal, donc qui est le Propater, hein, du coup, l'organisation internationale à qui ils sont opposés. Mais là, dans le tome 3, je trouve qu'il y a vraiment un conflit qui les touche directement. Ah oui, parce que c'est vraiment quelqu'un de très très proche d'eux qui est dans une position délicate. Et donc j'ai vraiment ultra hâte d'avoir le tome 4, sachant d'ailleurs que c'est des tomes doubles. Donc vous pouvez... c'est assez long à lire, hein, Eden. Et je vous conseille moi de lire ça quand même avec une petite, si vous l'achetez. Mais je vous conseille de l'acheter, de toute façon c'est une belle édition, il faut soutenir. Vous voyez bien. Je vous conseille de lire ça avec une petite OST cyberpunk en fond. Oui. Notamment lors des scènes de guerre qui sont très longues des fois et assez complexes à décoder. Mais voilà, je trouve que c'est... pour l'instant, je suis pas déçu du tout, notamment avec ce tome 3 qui était une très très bonne surprise. Ça, en fait, il se concentre finalement à une échelle encore un peu plus humaine par rapport à avant. C'était vraiment une guerre entre finalement deux groupes à une échelle un peu plus internationale. Et alors que là, vraiment, on est sur des personnages qui sont vraiment directement en danger. Il faut les sauver. Il y a différentes problématiques avec certains personnages qui ont pareil. Il y a pas mal de personnages qui ont des liens entre eux qu'on apprend. Donc, tout ça semble vraiment crédible. Il y a beaucoup de parallèles à faire avec Gum aussi. Hein. Enfin, on sent que Eden est extrêmement influencé par Gum. Il y a beaucoup d'influence globalement de SF, de Cyberpunk, c'est vrai. Mais vraiment, Gum, franchement, Gum, vraiment beaucoup, notamment par les personnages, les personnages manipulateurs, les personnages qui sont un petit peu haut gradés et qui essaient de se jouer justement des personnages plus faibles qu'eux pour les manipuler et arriver plus facilement à leur fin. Enfin, on sent qu'il y a des influences sur les archétypes des personnages, leur développement et tout, mais c'est pour mon plus grand bonheur puisque Gum c'est un chef-d'œuvre absolu et Eden emprunte la voix de Gum, toute proportion gardée. Et forcément, voilà, c'est un livre qu'on vous recommande évidemment. Et il y a pas mal de Akira aussi, j'ai trouvé. Au niveau du dessin, c'est le premier truc qui m'a marqué. Je me suis dit, il y a vraiment le style du Rocky Endo m'a quand même pas mal rappelé Akira à pas mal de moments, à certaines scènes, puis du Otomo, les aspects mécaniques. Ouais, c'est ça. Il y a des fois, c'est clairement, je me disais, c'est du Otomo tout craché. Et donc, non, franchement. Eden, donc pour l'instant il n'y a que 3 tomes, mais donc vaut mieux les acheter. 6 tomes du coup, techniquement, tu vois. Oui, parce que c'est des double tomes, donc si vous comptez l'acheter, vaut mieux acheter petit à petit, comme ça fait moins d'un coup. Mais pour vous montrer un petit peu. Non, vas-y, continue. Mais non, mais en tout cas, voilà. on vous conseille clairement. Pour vous montrer un peu le genre de cases qui font la puissance du titre. Vous voyez par exemple, là c'est le personnage principal qui est face à la mort, quoi, à la violence extrême, sans comprendre avec ce qui se passe. C'est crédible, on a à chaque fois aussi les indétrônables motos là, Cyberpunk, tu sais, où ils sont finis de monde post-apo, les motos. Voilà, c'est un concentré de beaucoup d'influences et de beaucoup de choses très très bonnes qui font de la bonne SF et du bon post-apo Cyberpunk. C'est lourd, quoi. Exactement. Voilà, donc maintenant passons au deuxième manga de cette vidéo, de ce point lecture, qui n'est autre que Innocent de Shinichi Sakamoto. Alors tiens, vas-y, je vais le montrer et je te laisse raconter un peu de quoi parle Innocent. Il y a aussi pas mal de choses à dire. Innocent, c'est un titre de Shinichi Sakamoto, du coup c'est le premier titre numérique, dessiné sur ordinateur de Shinichi Sakamoto, un très bon mangaka de son état. Alors Innocent, ça parle de quoi? On suit la famille Sanson, donc qui est une réelle famille française, donc une famille de bourreaux. On la suit lors de son ascension jusqu'à la Révolution française. Alors en gros, on va suivre les générations des Sanson avec le père, le fils de ce fils, etc. Enfin en tout cas, on suit la famille Sanson sur plusieurs générations, et en gros, sans vous montrer trop, alors c'est vraiment absolument magnifique, mais on va en parler après, bien sûr. Sans vous dévoiler trop l'intrigue, globalement, on va suivre chacun, en fait, les tomes d'Innocence se concentrent sur des personnages et leur évolution au sein de cette famille, leur rapport à leurs tâches, comme je vous l'ai dit, ils sont bourreaux, exécuteurs des hautes œuvres de Paris, donc le Sanson chargé d'exécuter les condamnés à mort, c'est Monsieur de Paris. Oui. Monsieur de Paris, hein, qui est une place assez spéciale dans la société française à ce moment-là, puisqu'il est en même temps très respecté, puisqu'il est chargé directement de l'office royal, donc c'est l'élève de la justice.
Mais d'un côté aussi, il donne la mort et il est vu comme un paria, globalement, et qui est quelqu'un de maudit, d'une famille maudite qu'il ne faut pas approcher, sous peine de voir un destin funeste se tracer pour sa famille et ses proches. Alors, déjà, moi, j'ai commencé ça. J'avais acheté Innocent les premiers tomes il y a très longtemps, mais j'avais pas toute la série. J'avais surtout acheté pour ce dessin, voilà, son trait. C'est sans doute le manga le mieux dessiné que j'ai lu de ma vie. Parce que c'est absolument fou. Et encore là, c'est le tome 1. Oui, c'est ça, j'ai essayé de feuilleter et de montrer quand même, mais le tome 1, c'est surtout le. Donc Charles-Henri Sanson, celui qui deviendra le prochain Monsieur de Paris, qui. C'est surtout le début de son histoire en fait. Donc il n'y a pas encore énormément énormément d'exécutions et de scènes. Les scènes les plus marquantes arriveront bien sûr après, donc je vais pas pu vous montrer, j'ai essayé de vous montrer ce que j'ai pu avec ce tome 1, mais on verra surtout après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour tous les tomes, et ça va aussi pour Innocent Rouge qui arrivera après, bon, on parlera pas non plus beaucoup plus que ça de Innocent Rouge, un petit peu, mais en tout cas, vraiment, au niveau du dessin, Shinichi Sakamoto s'est surpassé, déjà au niveau de... quand il a fait Ascension, je trouvais déjà les dessins très beaux, mais alors là, je pense que c'est encore un niveau au-dessus. Quoi, moi j'ai les nez pour cogner du coup, et c'est encore là, il était encore au dessin papier, crayon, et là c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est bien stylé, mais là l'ordinateur permet des tours de force, mais une mise en scène, mais visuellement c'est un truc de dingue. Regardez par exemple cette tête là. Ouais. Ça c'est vraiment c'est incroyable. C'est puissant. C'est puissant. Alors, oui, c'est parce qu'il faut aborder forcément pour Innocent l'aspect historique du tome. Historique et français en plus, l'histoire de France. Oui, mais alors justement, le problème est que beaucoup, je trouve, considèrent Innocent pour les mauvaises raisons. Comme quoi c'est un récit historique fiable, 100% documenté, sourcé, et calmez-vous. Non mais, on est dans une période, dans la période, donc on est au XVIIIe siècle, ça démarre bien au début du XVIIe siècle, 18e siècle en plus je pense, mais calmez-vous, c'est inspiré de faits réels peut-être, mais c'est ultra romancé. Ok, les personnages ont existé, mais je vous préviens, Charles-Henri Sanson ne ressemblait pas à ça, du calme. Et puis non, mais les personnages sont ultra esthétisés, ils sont tous absolument magnifiques. Mais il n'y a pas un moche dans Innocent. Non, alors c'est fait pour être des moches, c'est fait pour être des gros porcs. C'est un moche, mais en tout cas, ils sont tous extrêmement jeunes, juvéniles, des traits parfaits, la peau lisse, blanche. Et pas comme ça qu'on imaginerait un bourreau. Justement, il y a pas mal de personnages qui vont être surpris à ce niveau-là. Ça, c'est le bon bourreau de Paris. Là, c'est Charles-Henri. Alors, du coup, non, la fiabilité de l'œuvre, j'avoue que c'est pas forcément ce pourquoi on lit la chose, c'est très romancé, c'est intéressant, mais ça peut justement amener à découvrir plus de choses sur cette période-là. Justement, moi ça m'a intéressé et ça m'a intrigué, et quand je l'ai lu, j'ai bien senti qu'il y a quand même pas mal de choses, enfin énormément de choses qui étaient du coup vraiment romancées, et ça m'a donné envie de m'intéresser encore plus, et du coup j'ai acheté les mémoires de Charles-Henri Sanson, donc le vrai bourreau de Paris qui a existé, pour justement, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça m'a donné envie du coup de m'intéresser encore plus à cette période, à ce niveau-là, du point de vue de la famille Sanson qu'on suit dans le manga, et du coup d'apprendre et de vraiment voir moi-même qu'est-ce qui est plus romancé. On sait que les personnages historiques on les connaît, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé de cette façon-là, ou enfin comment en fait lire ce manga m'a donné envie de m'intéresser à cette période de mon propre pays en plus, et surtout de savoir réellement le vrai du faux, et comment, de mieux comprendre encore comment a été écrit ce manga. On a quelques mots de l'auteur aussi à chaque tome à la fin, si je ne me trompe pas, où voilà, on apprend quelques petits trucs, mais voilà, globalement le manga, faut pas non plus le prendre comme un manga historique complet, voilà, ça a des limites, mais malgré ça, au niveau de l'histoire qu'on nous raconte et de tout ce qui s'y passe, et c'est très bien écrit. Voilà, ça c'est une scène d'exécution. C'est vraiment bien réussi. Oui. Et c'est une des premières scènes d'exécution, parce que là, il y a des scènes vraiment spectaculaires après, il y a des scènes vraiment ultra marquantes. Bon, dans les tomes suivants, là, il n'y en a pas tant que ça dans ce premier tome. La mise en scène est incroyable, notamment. Alors, déjà, c'est en 9 tomes, on l'a pas dit. Oui, c'est en 9 tomes. Et après, ça continue avec Innocent Rouge. Voilà, qui finit en 12 tomes. En 12 tomes. Mais la mise en scène est folle. À plein de moments, visuellement, parce que l'ordinateur le permet, comme Berserk, globalement, vous voyez que certaines mises en scène absolument incroyables, mais vraiment dignes du cinéma. Et notamment un tome 4 qui est uniquement
basé sur une exécution. C'est vrai. Tout le tome 4, c'est l'exécution de Damien, d'ailleurs, pour ceux qui veulent se renseigner, hein, qui a vraiment été, du coup, qui a réalisé une tentative de meurtre sur le roi, à l'époque. Et donc, c'est l'exécution de cet homme-là qui dure un tome entier, parce que c'est absolument incroyable, et c'est un tome qui m'a choqué, mais vraiment, mais beaucoup. Et j'ai pas retrouvé ça après, mais en tout cas, ce tome-là était absolument fou. Les thématiques qui sont abordées sont extrêmement intéressantes aussi. Globalement, c'est, on pourrait dire, oui, est-ce que l'office qui leur est attribué, donc celle d'exécuter les criminels, est-ce que c'est finalement une honte de retirer la vie ou une fierté de tirer justement, d'ôter la vie aux criminels qui menacent la nation et la pérennité de la France? Et en plus, ils tirent eux leur légitimité du roi. Oui. C'est le roi et sa justice suprême qui décide ou pas, ou non, d'abattre le glaive sur la nuque de ces personnes-là. En plus, c'est un rôle qui est donné spécifiquement à cette famille-là, Voilà. et ils sont mal vus pour ça, alors que Voilà. c'est leur métier, et Voilà. du coup, il y a vraiment, c'est quelque chose qui revient beaucoup sur la table, parce que Exactement. les gens, limite quand ils découvrent par exemple Charles-Henri, sans savoir qui il est, la plupart du temps ils l'apprécient, mais après Voilà, le fait c'est de ça. savoir que c'est Monsieur de Paris, le bourreau, la famille de bourreau, forcément ça devient assez compliqué, alors que pourtant c'est des gens qui sont ultra importants, essentiels dans cette société de l'époque, et donc c'est pour ça qu'ils ont une place très particulière, Voilà. et c'est quelque chose qui va beaucoup être discuté dans le manga. Quelque chose d'extrêmement intéressant aussi, c'est la vision, la place des enfants dans cette famille, leur éducation. Oui. Comment est-ce qu'ils sont justement entraînés à supporter la vue du sang, à supporter... c'est très dur hein, quand même pour un enfant de voir... C'est pour ça que d'ailleurs ils pratiquent des vivisections, des dissections, parce que il faut les habituer à la vue du corps ouvert, à la vue du sang, etc. Et d'ailleurs on apprend aussi que la famille Sanson avait aussi des capacités médicinales, Oui. et qu'ils les utilisaient justement pour se racheter à peu près une bonne image auprès du peuple français en C'était expert à ce niveau-là. prodiguant des soins gratuits, parce que c'était un des seuls qui pouvait justement avoir accès au corps humain, à tout ce qu'il compose, etc. Donc, Il devait le connaître par cœur, Ouais. parce que l'exécution, ça se limite pas à couper une tête, comme ça tu prends ton mâchoire et ouais, tu non, coupes bah la tête. Non, il y a vraiment des techniques. Il faut faire attention à ce que l'exécution se passe bien, en un coup sec. Et justement, pour ça, les connaissances du corps humain sont essentielles dans le métier de cette famille. Voilà, et je voulais parler des personnages aussi. Alors, il y a des personnages qui existent, comme par exemple Charles Jean-Baptiste Sanson, voilà, Charles-Henri Sanson, Gabriel Sanson, etc. Mais il y a des personnages aussi, Marie-Antoinette, bien sûr. Marie-Antoinette, Elle mais- existe, je vous jure. et Louis XVI, etc. Bien Mais sûr. il y a des personnages qui n'existent pas non plus, comme par exemple la fameuse... Marie-Joseph. Marie-Joseph. En fait, elle existe, mais elle a rien fait. Genre, on a Oui, son nom oui. dans la famille, quoi. C'est vraiment Non, mais- c'est non, la mais- sœur, mais elle a rien fait Ouais, de. mais vraiment, oui, enfin, elle tout- existe, mais... c'est- Tout à son voilà. niveau n'est que. En gros, tout ce qui est fait dans le manga, c'est romancé. Là, il n'y a Oui. rien, voilà. Parce Et- qu'elle a un rôle ultra crucial, Voilà. encore plus dans Innocent Rouge. Voilà. Et ce personnage-là, Ah non, tu mettras des images au montage de Marie-Joseph. C'est un personnage qui est très dur à cerner, et moi, je l'aime pas forcément. Et Moi, c'est j'aime beaucoup. et le Genre, truc, j'ai- c'est que... je sais pas, enfin, c'est vrai qu'il est un personnage vraiment. C'est dur de rester indifférent par rapport à elle. Moi, elle m'a beaucoup marqué en fait. Ah oui, non, mais elle me marque, Non, mais... enfin, mais, je veux dire, moi, j'ai vraiment même ce personnage. En fait, j'avais envie de l'avoir apparaître encore davantage et de Ouais. voir jusqu'où elle pouvait aller. En fait, j'étais presque fasciné par elle, comme beaucoup de personnages le sont. Ah ouais. Quand ils la voient, du coup, c'était. Bah, tu devras, c'était assez, tu devras lire Innocent Rouge alors. Oui, Parce bah, que je ça se vais concentre, je vais essayer, mais. Ça se concentre beaucoup sur Marie-Joseph. Mais moi j'aime énormément, pas Marie-Joseph, mais beaucoup Moi, de c'était personnages. surtout vers la fin de Innocence. J'ai surtout pendant la grosse moitié, la grosse première moitié de son évolution. Mais après, c'est vrai que vers la fin, je ressens pas forcément l'envie plus que ça de lire Innocent Rouge. Enfin, à part pour voir la Parce que suite. la fin mais je veux dire, d'Innocent, j'en ai pas- la fin d'Innocent n'est pas une fin, ça Non. ramène directement à Innocent Rouge. C'est hein. ça. En fait, on sait que ces personnages-là, on nous dit dès le début que Charles-Henri a coupé la tête de Marie-Antoinette et de son mari le roi, mais tout ça, en fait, Innocent s'arrête avant la Révolution française. La Révolution française, c'est Innocent Rouge. Donc, Voilà. donc vraiment, même ce qu'on tease dès le début, on a parlé de Révolution française tout à l'heure, ça c'est pas vraiment dans Innocent, c'est juste avant la Révolution française. Donc à ce niveau-là, c'est vrai que vaut mieux lire Innocent Rouge pour vraiment continuer, parce qu'il n'y a pas non plus énormément de conclusions à la fin de cette première série. Mais là, ce qui est ultra intéressant avec ces personnages-là, c'est qu'à chaque fois, ils ont une vision différente de la prévôté. Ils ont une vision différente de leur mission, et c'est intéressant à chaque fois de voir ce que pense l'un, tu vois, un qui va essayer
on va dire, de pratiquer l'exécution la plus violente et la plus spectaculaire possible pour faire plaisir au peuple, l'autre qui va essayer de la faire la plus rapide, et même des fois qui tue, ça c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, il tuait le condamné avant de le torturer, pour que en fait, la foule pense qu'il soit en train de mourir, enfin de se faire torturer, alors qu'en fait il était déjà mort. C'est pas, en fait, voilà, certains voient ça comme un spectacle, certains voient ça comme une souffrance inutile qu'il faut abréger. Du coup, à chaque fois c'est intéressant de voir qui va faire quoi. Mais il y a quand même des moments qui m'ont beaucoup marqué, notamment un moment où la jeune Marie-Joseph, qui a 11 ans mais qui en fait 25, la jeune Marie-Joseph fait sa première exécution. Et elle massacre quelqu'un qui l'a violée, globalement. Oui, on peut le dire. Elle le massacre, mais alors que c'est une exécution doit être propre, faite dans les règles de l'art, sans une éclaboussure. D'ailleurs, voilà. Et puis t'as le daron Jean-Baptiste qui débarque alors qu'il est paralysé de la moitié de son corps. Il fait une exécution à une main en faisant tourner son glaive, tu vois. Alors qu'il est paralysé, mais il fait une exécution alors parfaite, alors que le mec enfin, c'est absolument incroyable. Et cette scène, c'est ma scène préférée d'Innocent. Je me suis dit, non, là, c'est vraiment ultra classe, quoi. Genre Marie et Joseph qui est vraiment une fille impétueuse et qui essaie de s'arracher de tous les codes familiaux et etc. C'est important, même le fait qu'elle soit elle-même une fille. Une fille, c'est important, même ses parents, même sa mère, même ce qu'elle fait à sa mère aussi plutôt. Enfin, genre, non, mais ce qui est fou, c'est quelque chose qui passe pas déjà de base, encore moins à l'époque. Non, mais ce qui est fou, c'est vraiment le moment où elle pense avoir enfin accédé, alors c'est une gamine, et elle pense avoir justement toute cette puissance, que tout le monde est à genoux devant sa dextérité, etc. Et puis que t'as Jean-Baptiste là, le daron absolu, parce que oui, c'est quelque chose de très très dur aussi. Il y a un tome ultra complet, hein, enfin une série extrêmement dense. C'est de préserver l'honneur de la famille. Il y a des choses extrêmement strictes et bien délimitées qu'il faut pas franchir, hein, globalement. Par exemple, faire une exécution, comme je l'ai dit, en règle. Salir l'honneur de la famille en faisant une exécution bourrine et indigne du standing des Samson, ça c'est vu comme une trahison. Et Marie-Joseph, en fait, va enchaîner les trahisons à la famille pour justement essayer de faire d'avoir une société plus calme, plus apaisée, etc. Lourd. Voilà, globalement. Non, mais même au niveau, tu parlais des mises en scène aussi, et des personnages, il y a énormément de symbolique et de métaphores, tu vois, notamment au niveau de la mise en scène, t'as pas mal de fois beaucoup. C'est quelque chose que... beaucoup d'allégories et de choses comme ça. C'est quelque chose qui fait énormément à peu près tous les tomes, et bon, c'est quand même assez compréhensible. Notamment dans le tome 4 qui se passe entièrement sur une seule exécution, il y a beaucoup de métaphores. Il y a des moments tellement violents qu'on est obligé d'essayer de trouver des moyens de le dire, et des fois la métaphore rend presque parfois la chose encore plus violente, parce que on peut montrer des choses et... C'est une exécution, une des pires exécutions. Oui, clairement c'est pas fait pour être court et rapide, c'est sûr. Et non, mais... Je voulais dire aussi globalement que pour ce qui est d'Innocent Rouge, moi j'ai beaucoup plus de mal, j'ai lu les 3 premiers tomes, et on tombe beaucoup plus... Alors avant c'était ok, très romancé, etc., mais ça restait quand même assez subtil et assez sobre. Bon, il y avait certaines extravagances, mais globalement on n'était pas trop dans le vulgaire, le gore, etc. Mais là, dans Innocent Rouge, on tombe beaucoup plus dans les rougouraux, il y a plus de scènes de sexe, plus de scènes de gore gratuit, de déviance, de fantasmes sexuels, etc. Et de choses très très... très vulgaires, hein, très grossières, très grasses. Et du coup, j'ai beaucoup plus de mal, notamment avec l'introduction du Marquis de Sade et d'autres personnages qui sont uniquement là pour incarner des déviances. J'ai pas aimé. Et je sais pas, je vais essayer de continuer quand même pour voir. Mais si ça emprunte cette facilité scénaristique et narrative et caractérielle, je vais pas faire long feu avec Innocent Rouge. Je pense en tout cas 12 tomes, comme on l'a dit. Et les tomes sont chers en plus. Donc voilà. Mais pour dire, en tout cas, Innocent, c'est du lourd. Achetez Innocent, lisez Innocent, c'est extrêmement bon. Innocent Rouge, faut voir. Je pense que c'est selon chacun. Moi, j'ai pas lu, du coup, tout a lu le début, donc vous faire votre propre avis. Mais en tout cas, Innocent, ça c'est sûr, vous pouvez y aller. Oui. Clairement, c'est du bon. Passons maintenant à notre 3e et dernière lecture commune. On va parler du récemment sorti Nijigahara Holographe. Alors récemment sorti, oui et non. Alors cette édition-là, c'est le chant de l'arc-en-ciel. Exactement, mais qui devenait dur à trouver Très dur. dans son ancienne édition. Enfin voilà, à des prix qui montaient quand même assez haut. Du coup, maintenant avec cette nouvelle édition de chez Kana toujours,
et ben on va voir ce qu'on. C'est une édition on va qui voir ce qu'on en fait a pensé. bizarrement penser à Mangetsu et son mandala de fou. C'est vrai, bah moi les deux sont apposés dans la bibliothèque justement parce que je trouvais que Un enfin, papier canson. ouais, oui, par contre, le seul truc vraiment qui m'a saoulé un peu avec cette édition là, c'est que Oui. sur la tranche, c'est écrit à l'envers de tous les autres mangas de la bibliothèque, c'est-à-dire que je suis obligé de le mettre comme ça. Oula, on voit pas bien. Avec le canard en. Pour c'est ça, avec le canard en haut, parce que sinon tous mes titres se lisent comme ça et pas comme ça. Du coup, ça rend assez bizarrement, mais bon, sinon à part ça, au niveau de l'édition. C'est du Inyo Asano, hein, là. C'est ouais, évidemment de Inyo Asano. Inyo Asano. D'ailleurs, Le fameux. je vais commencer le résumé rapide de cette œuvre. Alors c'est pas compliqué, c'est pas facile de résumer Non. ça, j'avoue. Alors je vais commencer par lire du coup la première phrase qu'on voit, c'est que c'est la toute première histoire longue imaginée par Inyo Asano. Et c'est quand même quelque chose ça se sent. d'assez important. On va en parler. Donc on n'est pas des pros de Inyo Asano. Non, aussi, pas du on tout. lira plus. On parlera sûrement de Asano plus tard dans d'autres lectures. C'est dans ça que d'autres c'est émissions, pas mais pour un l'instant, auteur auquel on s'est beaucoup attaqué, Non. notamment parce qu'on a tellement d'autres choses à C'est lire. ça. Et Bah, que... ça nous intéresse, mais Oui, énormément. on doit faire des choix. Oui. Oui, pour le coup, un one shot comme ça, bah c'était l'occasion de l'avoir, surtout que son ancienne édition était vraiment dure à trouver. Donc Ouais. là, voilà. Mais tout ce qui est ces histoires longues, par exemple, il y en a beaucoup qui m'intéressent, mais bah, on les lira, mais une autre fois, on en parlera peut-être une autre fois. Mais bon, en tout cas, sachez que du coup, on découvre surtout en majorité Inyo Asano avec cette œuvre. Donc Et ce qui est pas mal finalement, puisque c'est un de ses premiers mangas. c'est vrai, donc ça semble assez logique et cohérent. Et graphiquement, on le sent aussi. Alors, il y a beaucoup de situations et de personnages qui s'entrecroisent Mais, dans ce tome. Qu'est-ce qui se passe du coup dans ce Bah tome oui, justement, je commençais mon résumé. Ok. Et du coup, entre les rumeurs d'un monstre dans un tunnel, une jeune fille qui est tombée dans le coma et une sorte d'invasion de papillons dans la ville, en fait, on suit globalement des allers-retours entre passé et présent, et le passé va servir à expliquer ce qui se passera dans le présent et ainsi de suite, parce que on apprendra des choses au fur et à mesure. Les personnages, on va se rendre compte que les personnages sont liés, donc voilà, tout tourne globalement autour d'une fille, comme je l'ai dit, qui est dans le coma. Il y a donc quand elle était petite, enfin qu'il reste longtemps, mais et les personnages, les autres enfants de sa classe ont eu certaines réactions par rapport à elle. En fait, il y a c'est pas facile à décrire. Mais Très dur. en Très gros, très dur. on a énormément en fait, c'est la vie d'un village et de quelques personnages qui se sont côtoyés dans le passé, certains qui se côtoient dans le futur. Et justement, on a du meurtre, on a des bails assez sales sexuellement parlant. Enfin, il y a beaucoup de déviance finalement dans ces personnages-là, beaucoup de mal-être en fait qui se dégage de ce titre, et Oui. ça rend l'exercice de le résumer très très complexe. Mais voilà, dites-vous que, enfin, moi en fait j'ai découvert déjà sans savoir finalement de quoi ça allait parler. Donc finalement lisez presque le comme ça. Mais en tout cas, les clés de compréhension se dévoilent au fur et à mesure. C'est-à-dire que les premiers chapitres, je les ai lus, je me suis dit, ouais, c'est pas forcément toujours facile à suivre. Donc je me disais, mais au fur et à mesure, ça va. Tu comprends, tu te dis, d'accord, tel personnage, ok, c'est lié. Et puis des fois, je revenais en arrière, je me disais, ah oui, ce personnage, on l'avait vu avant. Dans le passé, il faisait ça, ok. Et donc, fur et à mesure, la lecture se fluidifie d'une certaine façon. Enfin, tu commences à capter quels personnages sont qui, et du coup, ça va. C'est peut-être dur à lire au début, mais faut s'accrocher et ça se fait. Mais alors, par exemple, Brenor, qu'as-tu pensé de Nijigahara Holographe pour commencer? Alors, le truc, c'est que comme tu le dis, c'est une lecture éprouvante. Enfin, éprouvante. En tout cas, c'est une lecture pas simple, on va dire. Voilà. Ouais. C'est pas facile à lire, Nijigahara Holographe, notamment parce que, ça, comme tu l'as dit, ça traite énormément de sujets. On se demande sur quoi il faut se focaliser. Mais je pense que, déjà pour le lire tout de suite, pour moi, ça nécessite une seconde lecture. Oui. Pour moi, c'est obligatoire. Je pense que je vais le relire très rapidement. Parce que, en tout cas, en lisant la première fois, tu peux pas tout capter. Moi, j'ai fait beaucoup de retours en arrière. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a moi beaucoup aussi, de choses, je lisais, je me disais, mais attends, mais il n'y a pas eu quelque chose en rapport avec ça plus tôt? Oui, Je regarde oui, une chapitre, je me dis, Si, ah si. oui, si, c'est vrai, il y avait ça, d'accord, Ouais. bah du coup, je comprends mieux ce qui s'est passé avant parce que j'avais pas bien compris. Et oui, déjà à ce niveau-là, même en lisant, tu reviens pas mal en arrière, mais Non, alors, non, oui, mais- une deuxième lecture en sachant tout ce qui se passe, ce sera encore mieux, oui. Pour moi, c'est obligatoire. Oui. Je vais faire une deuxième lecture, c'est sûr. Et je suis sûr que ça me permettra de mieux capter beaucoup de choses. Mhm. Notamment beaucoup de symbolisme. Par exemple, c'est ces pages-là qui sont, qui parsèment le récit. Mais les papillons, les papillons, il y a tellement on voit vraiment tout le temps. C'est pour ça que je vais essayer d'en glisser un mot dans mon résumé aussi, parce que tout ce qui est au niveau des papillons, T'as raison. c'est quand même assez important. Il y a une bonne matière interprétative. Il faudrait Clairement. essayer de voir ce que ça signifie. Et je pense que dans Inyo Asano, de toute façon, les papillons sont assez présents. S'il te plaît, la caméra, voilà, c'est bon, merci. Mais du coup, justement, je sais pas
trop quoi en penser au-delà de l'immédiateté de la lecture. Il faudrait vraiment une seconde lecture. Mais en tout cas, je pense que le titre a vraiment du potentiel. Je pense que c'est quelque chose qui fait pas chier. Voilà. Non, mais c'est pas. Je vais Je pense montrer que des images. je pense ça que va c'est aller. vraiment un titre qui est complexe, pas simple à décoder, mais j'ai quand même réussi à extirper quelques thématiques qui, moi, m'ont parlé, en tout cas. Alors, déjà, il y a le fait que ça parle énormément de la ville d'enfance des personnages. La ville comme centre, comme épicentre de ces personnages, comme la seule chose qui les relie, leurs événements, enfin leurs expériences d'enfance qu'ils ont vécues, leurs souvenirs enfantins dans cette ville-là, c'est extrêmement présent. Il y a tous les mots aussi qui sont accrochés à cette ville et les événements tragiques, les non-dits aussi, les choses indicibles. Beaucoup, ouais. Les choses indicibles, tout ce qui a pas fait surface à l'époque, qui refait surface d'un coup, les personnages qui retournent sur le lieu de leur enfance. Je pense d'ailleurs qu'on a tous, tu vois, des anecdotes dans notre ville d'enfance, de choses qui s'est passé, des rumeurs, des potins, etc. Des choses qui se sont transmises de famille en famille, on sait pas si c'est vrai, des choses assez graves. Enfin, je sais pas toi si tu vois, oui. mais tu vois ce genre de truc, voilà. Dans notre ville d'enfance, on a tous des choses comme ça. Et en gros, c'est comme si on revenait tous, même à l'école, après l'école primaire, enfin après quand on était grand, etc. Et on retourne près de l'école primaire. Et on se dit putain, mais en fait, il s'est passé ça et vous vous souvenez, etc. C'était grave, Ouais. etc. Et il y a plein de choses comme ça qui moi m'ont parlé. Je me dis, c'est vrai que les troubles autour de la ville d'enfance, c'est assez original finalement comme thématique, et c'est exploré par exemple dans Benjamin. Je crois que je place Benjamin aussi. Dans les œuvres de Benjamin, il y a beaucoup de ces choses-là, tu sais. En gros, si vous voulez, les personnes que vous avez croisées, les événements, les choses que vous avez vues quand vous étiez petit, mais que vous êtes passé à côté, vous êtes passé vite à autre chose, mais en les revoyant, en les réanalysant avec votre regard adulte et votre regard mature, vous dites en fait putain, c'était pas normal. Ouais. C'était pas normal, il s'est passé ça, c'était bizarre, j'aurais dû creuser, j'aurais dû éclaircir. Parce que la vie n'est pas si rose que ça finalement. Ouais. Et donc c'est vrai que toute cette thématique là autour de la ville d'enfance, autour de l'école aussi. Ah oui, bah là justement, t'as voilà. Une scène qui parle de harcèlement par exemple. Ouais. Et tout ça pour moi je me suis dit, ah ouais, les secrets d'une génération. Parce qu'il y a aussi, en fait, il y a aussi un double jeu dans le tome avec des personnages vieux qui parlent à des personnages jeunes. En fait c'est ça la narration, et c'est un vieux qui raconte à un jeune enfant ce qui s'est passé, etc. Et donc tous les secrets d'une génération, les secrets enfouis qui ressortent d'un coup, l'impact que ça a sur les personnages et la dureté, la dure réalité de la vie. En vrai, en y reparlant, enfin en reparlant du titre, je me dis, c'est vrai qu'en vrai c'était vraiment très intéressant. C'était très intéressant. Ouais. Moi c'est le truc que j'ai surtout le plus retenu. Voilà, c'est que j'ai beaucoup parlé, mais ouais. J'ai trouvé ça intéressant, mais non, mais tu sens, du coup, il y a tout ce point de vue au niveau du village d'enfance, machin, même au niveau des personnages. Mais moi, toi, vraiment, ça m'a marqué, tu vois. Clairement, moi aussi. Enfin, mais cette thématique-là, elle m'est très chère parce que j'ai une affection toute particulière pour ma ville d'enfance, qui est M, hein, d'ailleurs, qui connaissent la personne qui connaît ici. Mais moi, M, je connais. Ouais. Moi, j'aime énormément ma ville, et quand j'y retourne, il y a une nostalgie, certaine. En fait, c'est un peu pareil dans le tome, c'est une certaine mélancolie qui s'emporte des personnages lorsqu'ils reviennent, tu sais, pensifs. En réflexion, voilà, et moi ça m'a marqué. Je trouve que ça c'est aussi mis en parallèle avec les personnages, parce que quand j'y pense, il y a très peu. Ouais, est-ce qu'il y a des personnages qui ont pas de problème? Parce que pour moi, ils ont tous vraiment des trucs. Même des fois, c'est juste, c'est même pas forcément dit. Par exemple, il y a le personnage du père de la fille qui est dans le coma. Techniquement, il a jamais rien fait. Dans le tome, déjà, il a une tête bizarre avec ses dents, mais même il y a une scène où il va parler à sa fille et t'as un dessin sur son pantalon, il bande là, il a rien fait. Techniquement, dans le tome, c'est un père de famille, sa fille elle est dans le coma, machin, mais même tu sens qu'il y a un problème. Et après, il y a des personnages qui font des passages à l'acte et où il y a beaucoup de problèmes. Mais déjà, ce qu'on voit dès le début en ouvrant le tome, même avant la première page, on lit au lâche, au paresseux, au menteur, au trouillard. Et je trouve que déjà ça va vraiment bien à ce niveau-là avec les personnages. Et même au niveau des personnages, je l'ai remarqué finalement maintenant, quand j'étais en train de feuilleter le tome pour essayer de vous montrer quelque chose de la caméra. Mais je me rends compte que c'est vraiment... Ça, même au niveau de la mise en scène, ça adapte un point de vue très humain, dans le sens où en fait je me disais, est-ce qu'il y a des pages vraiment avec des doubles pages ou des grandes pages où vous pouvez montrer quelque chose, et finalement non, en fait c'est surtout des petites cases avec les personnages qui parlent. J'allais dire, la force, pour moi la force... C'est dur de vous montrer des pages vraiment qui sortent du lot, parce que c'est des persos qui parlent. Là, c'est une tranche de vie. Là je vous ai montré peut-être la seule page où pour le coup c'est pas le cas. Mais je voulais dire que quand tu parlais de la mise en scène de Inyo Asano, je trouve que justement il a une force, et ça c'est très fort,
juste de montrer justement, comme tu le disais, les problèmes des personnages, ou en tout cas le fait que le personnage cache certaines choses ou veut dire certaines choses juste par certaines planches. Tu sais, par exemple, la tête du père avec ses dents qui sortent, tu le vois, tu fais ok, lui, il est pas net, tu vois. Lui, non mais lui il a des problèmes, tu sais, alors qu'il est normal, mais juste tu sens que c'est lourd. Derrière les personnages, il y a des secrets, il y a quelque chose qui est derrière. Donc, comme je l'ai dit, c'est les non-dits, c'est les choses indicibles qui se décortiquent au fur et à mesure de la vie. Je suis sûr qu'on en fera l'expérience. En tout cas, je pense que c'est. De toute façon, Inigo Asano, on sait l'acuité qu'il a pour dépeindre les problèmes de la vie quotidienne, et de la vie même pas quotidienne, de la vie en général, aussi longue qu'elle soit. Et je trouve qu'en tout cas, c'est quoi, en y repensant, je revois à la hausse mon jugement. Ouais, parce que. Rien que le fait d'en parler, on se rend compte encore de choses, et c'est vrai que c'est intéressant. Non, mais c'est vrai que je me dis, en vrai, c'est très très précis, et c'est très universel. Mais en tout cas, ce qui est super avec ce tome, c'est que, il fait réfléchir, et même si, en fait, mais le fait que la lecture soit pas forcément très accessible et très agréable au premier abord, bah c'est une bonne chose, parce que, justement, elle t'a fait ressentir des choses. C'est pas un tome, tu le lis, tu fais, je sais pas quoi penser, c'était bien, il y avait rien de spécial. Là, vraiment, là, en fait... Et c'est rare que je dise qu'il faut une relecture. Mais c'est ça, mais en fait, ce tome-là, tu sais que t'as pas perdu ton temps, et que ça reste original, en fait, c'est pas quelque chose que tu trouves partout. Non, tu lis ce tome et tu te dis... Ça me donne beaucoup envie de découvrir Inigo Asano. Clairement. Bah, de toute façon, depuis des années, on veut découvrir Inigo Asano. Le problème, c'est moyen. Bah oui, c'est ça. Bah, sûr qu'il a fait pas mal de séries longues. Là, c'est le coup d'un one-shot. Après, il y a des anthologies et tout ça, mais le coup de ressortir pile un one-shot, c'était aussi l'occasion. Et ce que je vois, ce que je remarque aussi en voyant que, du coup, il y a vraiment beaucoup, enfin, quasiment, en fait, toutes les mises en scène, c'est vraiment des cases avec les persos qui parlent, c'est que, en fait, cet aspect-là, qu'on ait trouvé la lecture pas forcément ultra accessible au début, c'est aussi qu'on est vraiment dans la peau de nos personnages. Il n'y a pas de narrateur réellement, enfin au début, à la fin, vite fait, mais je veux dire, t'as pas des planches vraiment où t'es derrière les personnages, où tu les observes, là t'es vraiment avec eux. C'est-à-dire que du coup tu sais ce que les persos savent, ce qu'on veut bien te dire, et du coup le manga t'aide pas à comprendre en fait. C'est à toi de trouver les clés, de réfléchir et de faire les liens. Il n'y a vraiment pas d'ironie dramatique. Non, clairement. En fait, t'en sais pas plus que les personnages. Et si les personnages veulent pas te dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils Des fois, t'en sais même moins que les personnages parce que. S'ils veulent pas te dire, tu sauras pas. Et le narrateur va pas t'aider. Et Inigo Asano va pas t'aider. Et ça va exactement, parfaitement avec ce qu'on dit. C'est les non-dits. C'est les choses cachées. D'ailleurs, si vous. Il y a peut-être des gens autour de vous qui font ou ont fait des choses que vous ne savez peut-être pas. Peut-être. Et qu'ils n'assumeront peut-être pas et que vous découvrirez peut-être un jour. Voilà. Donc vous penserez à ce moment-là. Vous penserez à Nijigara holographe. Bon, après, ils ont peut-être pas tué des gens comme dans le tome. Hein, mais, oui, non, on espère. Enfin, ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est extrêmement intéressant et je pense que c'est un tome qu'il faut posséder dans sa monde. Mais en plus, quand je fais le parallèle avec Innocent, c'est vrai que Innocent, quand tu ouvres, il y a vraiment énormément de doubles planches. Ou vraiment avec du coup, parce que vu qu'il y a une grosse importance au niveau du dessin, mais je veux dire, rien qu'un grand dessin d'une exécution, d'une action, quelque chose, rien qu'une planche aussi détaillée, ça veut dire plein de choses. Je veux dire, rien que là, l'ambiance, ce que ça signifie du personnage, de la situation, de ce qui se passe, de ce qu'il pense, ça veut dire énormément de choses, alors que justement, et donc ça aide aussi à la compréhension de ce qui se passe dans l'œuvre, alors que là, t'as vraiment des plans sur les yeux des persos qui parlent, enfin c'est ultra, vraiment... Pour ça, la mise en scène ne t'aide pas du tout. Là, tu vois juste les persos qui parlent, ils ont des visages stoïques, ils parlent, tu vois des plans sur leurs yeux. Même au niveau de la mise en scène, t'as pas de pages, de planches qui te montrent. Car ça, c'est un moment important, c'est une action importante. Regarde comment t'as vu mon dessin. Non, là, tout est traité, tout est au même niveau. Tout est traité. Et c'est vrai que quand on y repense après, ça explique pourquoi du coup cette lecture peut être difficile. Et du tout, justement, ça rend la chose encore plus intéressante. Donc. Nijigara holographe, ça dépend, un manga pour lecteur averti aussi. C'est ça. Si vous voulez juste vraiment lire une histoire beaucoup plus simple, là si vous voulez plus réfléchir, vous posez et essayer d'analyser tout ce qui est indiqué, et c'est très intéressant. Puis Inigo Asano, c'est le début de sa carrière, mais clairement on sent déjà qu'il y a quelque chose, tu vois. Quand tu me dis ça, je commence par ça, tu n'as pas commencé par un random shonen, genre vas-y moi je veux être mangaka. Non, là tu savais déjà à peu près vers quoi tu voulais te tourner. Jetez-vous dessus, c'est encore disponible en librairie, c'est tout chaud, l'édition est toute fraîche, réédition en plus, hein, vraiment. Allez en librairie pour le prendre, c'est extrêmement enrichissant. Exactement. Et on va passer à nos lectures personnelles. Donc, je vais commencer par la mienne, parce que c'est celle qu'on a ici physiquement. C'est Sayukiden, la légende du roi singe. Alors, je l'avais acheté au début de l'année quand il est sorti. Donc de Katsuya Terada. Et
Alors il y a pas mal de choses à dire dessus, je vais essayer de faire assez concis, vu que la vidéo commence déjà à durer un peu de temps. Alors, Seiyokiden, la légende du roi singe, ça raconte quoi? Ça raconte la légende du roi singe. C'est-à-dire la légende chinoise que tout le monde connaît. On a en préambule d'abord on a une petite explication sur qui est Terada et ce qu'il a fait. Et après on a vraiment quelques pages vraiment qu'il faut mieux lire, qui expliquent qu'est-ce que c'est que cette histoire de Sun Wukong, parce que c'est justement ce manga revisite ce conte qui est connu de tous les Japonais, de tous les Chinois, donc forcément... Et pas forcément des Européens. C'est ça. Et en plus de ça, moi j'avais lu sur ce tome qu'il fallait absolument être assez calé dans le mythe et le conte originel pour apprécier Seiyukiden. Et c'est pour ça que du coup ces quelques pages au début sont très utiles, parce que en fait, en tant que nous Français, on ne démarre pas avec les mêmes clés de compréhension que des références qu'un Japonais ou un Chinois aura directement et comprendra. C'est tout l'intérêt d'une édition française. Et c'est ça, et du coup cette édition et cette adaptation est vraiment, vraiment bien à ce niveau-là. Par contre, j'émettrai quelques bémols au niveau de cette histoire justement, parce que je trouve que c'est quand même très décousu. Bon, je vais aller essayer de montrer des images, parce que le gros point positif de ce tome, c'est vraiment graphiquement, alors c'est du full color, sauf à la fin, il y a des tout derniers chapitres qui se comptent pas vraiment, mais en gros c'est vraiment en grande partie full color. Il y a des énormes doubles pages avec des actions, vraiment au niveau graphique c'est vraiment ultra intéressant, c'est à dire que on pourrait considérer que c'est un très bon artbook. Par contre au niveau de l'histoire et du reste c'est déjà un peu plus compliqué, donc déjà il y a pas mal de choses que j'aurais à redire, notamment le découpage. Il y a certains découpages où je trouvais pas ça très fluide en fait. Au niveau du dessin, c'est comme j'ai dit une expérience graphique, c'est-à-dire que ça rend bien, chaque case rend bien de la manière dont elle est représentée, mais quand on lit ça, c'est des fois assez décousu. En fait, c'est quand même beau. C'est pas forcément. Oui, non, c'est très beau. Mais en fait, déjà, c'est pas facile à lire non plus. Déjà, au début, j'ai lu plusieurs chapitres d'un coup et je me suis dit, je comprends pas. Je comprends pas. En fait, c'est Sun Wukong, il arrive, c'est le singe, et en gros, il y a un gros monstre qui arrive pour le tuer et il le défonce ultra violemment et c'est tout. Et ça suit au suivant. Il y a un autre monstre qui arrive, il le défonce. Énormément de chapitres, c'est ça. Quasiment tous les chapitres, c'est ça, mais sans mauvaise foi réellement. Même au niveau de l'écriture. Même au niveau, il y a beaucoup, c'est vraiment beaucoup de cul et de sang tout le temps. Mais voilà, graphiquement c'est très bien. Par contre, vaut mieux lire ça lentement parce que c'est vraiment très facilement indigeste, parce que déjà les chapitres se ressemblent très facilement. Et même au niveau de l'écriture, les persos sont pas vraiment très bien écrits non plus. Enfin, vraiment, t'as genre le. Déjà, je connais pas les persos, j'ai lu tout ce gros tome, là je connais pas les persos. Très belle édition. Et t'as genre le singe et le cochon qui font que s'insulter toujours, ils font le singe et le singe et tout. Au niveau des dialogues, c'est quand même assez mal écrit. Et donc, au niveau des chapitres, enfin oui, en fait le truc c'est que en chapitre, à la limite ça marche, un chapitre, mais là comme ça en lecture, c'est vraiment beaucoup trop indigeste d'un coup, c'est le problème que j'ai eu. Et tout va trop vite, en fait, il n'y a pas de temps mort. Vraiment, il n'y a aucun temps mort, c'est que du combat. Dès que le combat d'avant il est fini, bim, on passe au combat suivant. Il y a un gros ennemi qui arrive. Bah vas-y, je fais une pirouette et je te mets mon bâton dans le cul, et puis c'est bon, j'ai gagné. Donc, au niveau des yeux, c'est toujours très bien. Ça, voilà, ça reste le fil rouge. Graphiquement, tu te dis, ah, c'est stylé, oh, telle créature, elle est stylée. Mais, donc, les dialogues sont pas très fins. Voilà, c'est vraiment désolé pour les un peu illisible sur mal de choses. Il y a une interview de Renji Murata et de Katsuya Terada à la fin qui est assez intéressante et qui explique certaines choses. On en apprend un peu plus sur du coup la réalisation et la création de ce tome, mais vraiment pareil, en fait c'est pareil, c'est vraiment pas accessible. Ça se voit. Hein. Enfin, vous lisez ça, c'est que vous attendez pas à une histoire linéaire, même la fin t'es pas sûr de bien comprendre. Enfin, mais au niveau de la fin c'est vraiment bizarre. Et du coup est-ce que c'est vraiment un manga finalement? Pour moi pas vraiment, c'est une expérience, en fait c'est expérimental. C'est expérimental. Parce que le manga se détache pas de la narration. C'est pousser le manga à un extrême, ou en tout cas à un point, d'une façon que le médium n'a rarement expérimenté avant, en tout cas. C'est vraiment surtout une illustration, en fait. Non mais ça donne envie, mais je te jure, en lisant, tu verras, de toute façon je te le prêterai et tu le liras. Non, je vais l'acheter je pense. Ou tu l'achèteras. Non mais en tout cas le livre en lui-même est très beau, l'édition est très belle. Oui. La couleur, le grand format, tout est vraiment très cool, c'est Pika Graphics. Regardez un petit peu comparé à un tome de Innocent. Ouais, c'est pas pareil quoi. Mais non, clairement au niveau artistique c'est
incroyable, c'est vraiment très 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 beau et c'est quelque chose qu'on retrouve rarement ailleurs. En fait, des fois ça a plus un style de comic book, tu vois, que de certains comic books avec un style très précis de l'auteur que à du manga. Et à ce niveau-là, c'est vraiment très très beau. Mais au niveau de l'histoire, en fait, tu sens que tout le monde a compris, l'auteur en premier, que l'important c'est vraiment de dessiner des planches incroyables. Après, je sais pas, pareil, je suis pas non plus un expert sur les pérégrinations vers l'ouest et l'histoire du roi singe. Oui. Donc, après, tout ce qui est la parodie du titre, j'ai dû rater quand même pas mal d'éléments. Mais à lire, c'est beaucoup plus compliqué. Et franchement, si ça avait pas ce dessin, clairement, ce serait vraiment naze parce qu'au niveau de l'écriture, il n'y a rien. Au niveau du découpage, tu comprends pas trop. C'est que des enchaînements d'actions sans vraiment beaucoup de liens et c'est vraiment gras et vraiment très lourdeau à beaucoup de moments. Mais on a ce dessin, en fait, voilà, tout repose sur le dessin et finalement, c'est un peu pour ça qu'on le lit. Ça se lit finalement assez vite parce que, encore une fois, c'est du dessin. Et le dialogue, c'est vraiment pas du Shakespeare, on dira. Donc, je vous conseille d'essayer. Encore une fois, c'est une expérience. Graphiquement, vous serez sûrement pas déçus. C'est un style très, très précis et très beau. Mais si jamais ce que vous voulez, c'est lire une histoire, des personnages développés, voilà, un début, une fin, une évolution. Non, voilà, globalement, au début, t'as le singe, c'est un gros bourrin qui insulte et qui donne qui a le sang chaud et qui bute des monstres. Voilà, à la fin, c'est un gros singe qui insulte, qui a le sang chaud, qui bute des monstres. Donc, voilà, et même au niveau des sidekicks et des personnages secondaires d'à côté, c'est un peu toujours pareil. T'as des persos qui meurent, mais en même temps, c'est pas trop grave. T'as quelques méchants récurrents, mais même pas trop. Enfin, voilà, tout dans la surenchère graphique. Donc, à vous de voir en fait. Si vous voulez un bel objet, un beau livre, et que vous êtes surtout intéressé au niveau de l'illustration, clairement foncez, c'est vraiment incroyable à ce niveau-là. Et voilà, si vous êtes plus dans les personnages, dans le développement, dans l'écriture, c'est peut-être pas là-dessus qu'il faudrait aller en priorité. Donc à vous de choisir. Voilà pour Sayukiden. À toi pour ta lecture personnelle. Bah moi, c'est 2 lectures personnelles puisque je vais parler d'une autrice, d'une mangaka, qui est Kyuta Minami. Alors j'ai parlé de jeux d'enfants, du coup pour mettre au montage, moi je te montre. Oui. Jeux d'enfants et Adieu Midori. Alors c'est 2 tomes de one-shot qui sont sortis chez Casterman dans leur collection Saka il y a plusieurs années, mais elles sont encore très très trouvables. Alors c'est donc Jeux d'enfants et Adieu Midori. Alors pourquoi est-ce que je parle des deux en même temps? C'est parce que globalement Kyuta Minami, c'est une autrice de tranche de vie extrêmement populaire au Japon, et notamment qui a un public très féminin, puisqu'elle aborde beaucoup de thématiques féminines, beaucoup de sujets, de problématiques qui sont très chers à un lectorat féminin japonais. Mais en fait, je trouve que ça fait même écho, et ça résonne assez bien aussi en France, et a fortiori chez les hommes aussi, parce que ça peut aider à comprendre la psychologie féminine, l'air de rien, parce que bon, des fois il y a quand même un peu plus facile. Et en gros, là franchement, de quoi ça parle globalement? C'est des adolescentes, des jeunes adultes, filles, à chaque fois les personnages principaux sont des filles, des jeunes filles, qui en fait vont avoir leur vie quotidienne, qui vont aller au travail, qui vont devoir payer leurs études, qui vont devoir, enfin, et en fait souvent ça tourne autour de l'amour et de leurs petites amourettes de passage, leur questionnement autour de certains garçons qu'elles aiment et qu'en fait le mec est un connard. Ou un mec, en fait simplement, en fait c'est ça, c'est tellement réaliste, tellement vitaliste et très réel en fait, c'est vraiment la vie comme on la connaît. Un mec que tu peux aimer, bon moi je suis pas gay donc j'en sais rien, mais bon imaginons si on prend l'inverse, par exemple une fille qu'on peut aimer mais qui est pas forcément la bonne parce qu'on le sait, mais en fait on n'y peut rien et voilà c'est comme ça. C'est pareil, il y a certains gars qui sont bien, qui sont là pour la fille, mais en fait c'est pas lui qui l'intéresse, c'est le connard d'à côté qui va aller à droite à gauche, des trucs comme ça. En tout cas, je trouve que c'est très précis, ça se lit très vite parce que le trait est très épuré. En fait, tu vas mettre des planches un petit peu au montage. Le style est très épuré, déjà le trait de Kyuta Minami est très spécial. C'est pas forcément très académique, les proportions sont très bizarres, morphologiquement c'est un peu spécial aussi. Les traits sont pas droits en fait, ils sont un petit peu, tremblotants. Les personnages sont comme ils sont en fait. J'ai l'impression qu'elle fait le personnage une première fois et elle le retouche pas en fait. Donc c'est assez spécial, mais moi j'aime beaucoup
Bah, ce trait-là, il n'y a pas de décor, hein, globalement, c'est à chaque fois aussi des cases blanches. Un peu ce qu'on peut retrouver chez Kirito Nananan, avec son Blue, qui était aussi beaucoup comme ça. D'ailleurs, je suis sûr que ça a été très inspiré de Blue, hein, qui est une source d'inspiration aussi pour les thématiques féminines au Japon. Si vous voulez aller un petit peu plus, si vous voulez vous intéresser globalement aux thématiques féminines et aux problématiques qui touchent le lectorat féminin et japonais, même féminin globalement dans la fiction, allez checker un petit peu Kiriko Nananan et Kyuta Minami. Ces deux autrices qui valent le coup d'œil, plus Kyuta Minami pour moi encore, sauf que Kiriko Nananan c'était la pionnière. Mais Kyuta c'est vraiment, en tout cas, deux lectures à chaque fois je me suis dit, ouais c'est très bon, c'est très précis, on passe vraiment un bon moment. Moi je lisais ça avec une OST jazz, enfin une musique jazz gratos sur YouTube, là ça met très bien, parce que j'aime beaucoup lire mes tomes avec de la musique. Hein. Bon conseil, vous avez quelque chose d'assez agréable toujours. Voilà, donc voilà, je vous conseille de lire ça avec une petite OST jazz café. Et ça rend très bien. Les personnages sont pas du tout caricaturaux, archétypaux et unidimensionnels. Et ça fait du bien en fait d'avoir des personnages qui sont tellement réels. On travaille dans un bar pour se payer, justement pour payer un petit voyage. On a des amourettes, on est dans l'appartement tout seul. Il y a des mecs qui passent, qui te sonnent à la porte. Des mecs qui te suivent, des copines qui te lâchent, des trucs comme ça. Et à chaque fois, c'est très bien traité. C'est jamais grandiloquent et poussif. Et franchement, et d'ailleurs les tomes sont très trouvables. Il y a une série de Kyuta Minami que j'ai pas encore qui s'appelle Mademoiselle Oshi. Il y a 3 tomes et j'avais beaucoup envie de l'acheter parce que d'ailleurs c'est un 20 sur 20 manga news, des rares 20 sur 20. Je comprends parce que, à mon avis, quand on est une fille, et moi j'ai apprécié, donc lorsqu'on est une fille, je sais pas s'il y a des filles qui se rendent jusque là, mais en tout cas, et qu'on est curieuse ou curieux d'en connaître plus sur la vie des jeunes japonais et japonaises et même des jeunes européens et européennes, parce que c'est les mêmes thématiques, on est tous des humains globalement, jetez un œil à Kyuta Minami. Et comme je l'ai dit, les tomes sont encore largement trouvables, pas de soucis. J'avais eu les deux tomes pour 2€ je pense, sur Vinted. Et c'est une bonne édition Saka, moyen format, comme les Jigara holographe. Allez-y, c'est très intéressant, ça se lit très vite et c'est très reposant. Voilà, là vous avez eu quand même finalement un panel assez varié de ce que vous pouviez avoir. De pas mal de mangas. Là, je sais pas comment je vais appeler le titre de ce point lecture parce que y a pas énormément de cohérence. Rien que Ninjigahara holographe, on dit que c'était vraiment un truc beaucoup plus réflexif. Et juste après, j'ai dit Sayokiden, c'est un truc à la con, mais le dessin est très beau. Innocent, il y a les Kyuta Minami. C'est vrai qu'il y a beaucoup de. C'est très disparate. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. À vous de choisir qu'est-ce que vous préférez. Est-ce qu'on donne des notes comme on avait fait la dernière fois? On avait testé. Alors, Eden. Après c'est dur de noter Eden, il n'y a que 3 tomes. Ouais, Eden, non mais Eden pour l'instant, de ce que j'ai vu... pour moi c'est un 18 sur 20. Bah ouais, moi j'allais dire un bon 8,5 moi. Parce que moi je note sur 10 moi. Non pas sur 20, pas sur 20. Moi j'aurais dit 8,5, 9 en fonction de... Ouais, 8,5 sur 10. Ouais. Sur 10, ouais. Innocent, moi je mettrais 8 sur 10. Innocent, moi aussi, je pense que c'est la note que j'avais donnée de toute façon. 8 sur 10. 8 sur 10. Digigara holographe. Il faudrait une relecture, mais en tout cas là, comme ça, a priori... Alors que je l'ai lu une fois, pour vous dire, je l'ai a priori, je l'ai lu une fois, je dirais 7. 7, ouais. 7 sur 10. Peut-être 7,5 si jamais après relecture vraiment... Peut-être, en tout cas, première lecture. C'est vrai que dans le 7, c'est pas beaucoup plus mal, encore d'accord avec toi. Kyuta Minami, je mets un bon 7,5 sur 10, un 15 sur 20, parce que c'est du bon, Et Sayokiden... Tu vas mettre 5, c'est ça? Non, je mettrais pas 5, je mettrais au moins 6. J'étais content de l'avoir lu. Je suis content de l'avoir lu et d'avoir découvert une lecture. J'avais pas vraiment lu d'abord de lecture vraiment pleinement graphique, vraiment plus que le reste. Donc je vais mettre 6. Mais 6 moins. Non, c'est pas 6 moins, mais 6 parce qu'il faut savoir à quoi s'attendre. J'ai pas trouvé la lecture mauvaise. En fait, le Sayokiden. Pas mal. Sayokiden en soi n'est pas mauvais, mais c'est juste que moi souvent quand je lis, j'attends plus que du graphisme. C'est l'expérience. Et alors pourtant le tome ne se cache pas de ce qu'il est, mais non 6, mais que je conseille quand même. Voilà. Parce que à vous de vous faire votre propre avis.
Pour Seokiden encore plus que les autres, même si c'est globalement ça marche pour à peu près tout. Et voilà, sur ce je pense que c'est une vidéo rondement menée, on n'est pas encore à l'heure donc on va se dépêcher d'arrêter. Sur ce, bah à la prochaine, on a encore pas mal de choses sur lesquelles parler au niveau lecture et même plus globalement, vous inquiétez pas pour ça. Suivez la chaîne de Brenner sur laquelle on fait pas mal d'émissions, on parle de manga. Très intéressant. Entre le point d'orge bien sûr, Le point thune, le point thune qu'on a commencé, le point final. Trop de choses il y a sur cette chaîne. beaucoup d'émissions qui sont là, qui arrivent, vous inquiétez Une pas. chaîne de qualité pour Et voilà, bah, si vous aimez bien typiquement ce concept, bah, c'est un peu la même chose, hein, c'est-à-dire on est là sur ces fauteuils-là, et puis on parle de manga sous différentes thématiques, donc ça fait plaisir. allez-y, foncez. C'était Maniaco Shonen et Brenner, et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde.